Allez, il est 8h30. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire des conseils de Talent Maestrium et merci de votre fidélité. Alors, pour ce 4e webinaire, nous allons parler de sujets d'actualité, hélas, sur les différents outils des entreprises pour ajuster, lorsque nécessaire, leurs effectifs. Nous allons accueillir nos invités, mais avant ça, j'invite Laurent Verglas, qui est associé de Maestrium, ainsi qu'Hervé Dufort, directeur associé, à me rejoindre. Donc, Laurent va introduire notre sujet du jour et puis nos invités qui vont en débattre. Et puis, par ailleurs, Hervé va être en charge de collecter l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le paragraphe questions de l'outil Livestorm et Hervé les relaiera auprès de nos invités. Voilà. Laurent, je te laisse la parole. Alors, peut-être dernière précision, on va vous adresser en fin de webinaire, comme à chaque fois, trois courts sondages. On vous remercie par avance de les compléter pour qu'on puisse s'améliorer à chaque fois. Laurent, je te laisse la parole pour présenter nos invités et introduire le sujet. Eh bien, écoute, merci Philippe, merci à tous d'avoir accepté de venir pour ce 4e webinaire de Maestrium, réservé à tous les managers qui nous font confiance depuis 2 ans, depuis que nous avons créé Maestrium. Alors, les dirigeants aujourd'hui sont confrontés à des situations absolument exceptionnelles liées à une crise sanitaire, encore une fois exceptionnelle, qui les contraint aujourd'hui à envisager des mesures de restructuration. Et c'est pour ça qu'on a essayé de voir quels étaient les choix actuellement proposés par le législateur à la lumière des grandes dernières réformes visant à assouplir les conditions de mise en œuvre d'un PSE. Alors, on a fait intervenir, et je voudrais les remercier, différentes personnes qui vont arriver au fur et à mesure de ce webinaire, des avocats en droit social et un DRH spécialisé en restructuring, et qui vont bien sûr faire état des dernières lois qui ont changé un peu le monde des PSE, les lois El Khomri et les lois Macron, et qui vont aborder les différentes thématiques en rappelant les différents points essentiels des réformes, les pratiques de la négociation dans les procédures, les accords d'entreprise, les risques engendrés par des irrégularités et des défauts de procédure et toutes les mesures alternatives et d'accompagnement des salariés. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter donc nos 3 intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter d'intervenir ce matin. Tout d'abord, Leïla Mechaï, que vous verrez intervenir tout à l'heure, qui est manager de transition spécialisé en restructuring. Ensuite, maître Samuel Gaillard, qui est avocat en droit social spécialisé dans la défense des intérêts des salariés et des instances représentatives du personnel. Ensuite, maître Florence Bonnat, avocat en droit social, intervenant notamment en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale et droit du travail. Le plan du webinaire va vous être présenté. Donc, il y aura à peu près 5 parties et une dernière partie qui sera la conclusion sur la diapositive. Voilà, sur cette diapositive, donc vous allez voir le plan qui va être développé aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite avec Samuel Gaillard, qui va vous faire une présentation, effectivement, de ce qu'on appelle les opérations à froid. Samuel, merci. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, on s'est dit qu'il était intéressant de présenter dans un premier temps les différents modes de gestion à froid pour monter de plus en plus vers le chaud, c'est-à-dire vers le PSE. Alors, pour mémoire, de manière générale dans une entreprise, lorsque l'on n'est pas dans une situation de crise, il y a plusieurs modalités de restructurer l'entreprise classique, que l'on rappelle ici simplement à titre de mémoire, puisque ce n'est pas vraiment l'objet du présent webinaire. C'est-à-dire, vous avez tout d'abord l'outil principal qui devrait être un outil d'évolution des compétences dans l'entreprise, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
qui est un véritable sujet de discussion dans le cadre de laquelle normalement les syndicats, les organisations représentatives du personnel et l'employeur sont amenés à discuter de l'évolution future de l'entreprise et des différentes mesures au long cours que l'entreprise doit prendre en ce qui concerne l'emploi, les compétences, la formation et éventuellement peut-être aussi, puisqu'on peut avoir certains accords de GPEC où on a cet aspect des ruptures conventionnelles collectives pour telle ou telle catégorie de salariés qui ont été identifiés comme étant particulièrement sensibles. Donc ça, c'est cette premier dispositif. Bon, vous avez aussi l'aménagement du temps de travail. Ça, c'est relativement classique comme dispositif, donc je ne m'y étendrai pas. Et puis, vous avez actuellement, en tout cas depuis septembre, c'était surtout en octobre dernier, un sujet qui faisait beaucoup de bruit, qui était les accords d'APLD, puisque le bénéfice des aides partielles était subordonné à la signature d'un accord d'APLD. On a vu à ce moment-là, en tout cas nous, côté avocats, syndicats et salariés, des problématiques de ce qu'on appelle le chantage à l'APLD, qui était un employeur qui disait aux salariés je suis d'accord pour signer un accord APLD, donc recevoir des aides de l'État qui vont pouvoir nous aider à maintenir l'entreprise, mais à condition que vous, syndicats, en contrepartie, vous veniez signer tel ou tel accord, soit de rupture conventionnelle collective, soit par exemple d'accord de performance collective. Donc on a vu quand même pas mal de pratiques qui ont eu lieu à ce moment-là. Ma position était de dire qu'il ne fallait pas céder à ce chantage, hein, bien évidemment, et que de toute manière, un employeur qui ne signerait pas un APLD, alors que les syndicats sont d'accord pour signer un accord APLD, commettrait une faute de gestion et que plus tard, ça lui serait probablement plus difficile de pouvoir négocier un éventuel plan social, PSE, auprès de l'administration s'il s'amuse à faire ce genre de chantage. Bon, voilà, donc ça, c'est rappelé pour mémoire. Le deuxième gros point qui est le suivant, c'est les accords de performance collective. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler, puisque c'est vraiment l'un des gros sujets qui a été issu des réformes, enfin des ordonnances Macron de 2017. Alors, et ensuite maintenant c'est la loi du 5 septembre 2018. Donc, ces accords de performance collective, les APC comme on les appelle, sont prévus dans un article unique. Il y a un seul article du Code du travail, qui est l'article 2254-2, qui réglemente tout le fonctionnement de ces accords APC. Et alors, de manière synthétique, ces accords APC ont pour objet trois choses. D'une part, modifier la durée du travail, notamment, par exemple, si vous avez des accords de forfait jour qui ont été signés dans l'entreprise, on peut, par ce biais-là, augmenter le nombre de jours qui sont mentionnés dans l'accord initial, dans l'accord d'entreprise. Vous pouvez augmenter la durée du travail, enfin, on peut faire pas mal de choses. Même si vous avez un accord, même si dans le contrat de travail ou dans un avenant, vous avez une disposition contraire, c'est l'accord collectif qui prime. Donc, c'est un renversement total et complet par rapport au principe qui prévalait jusqu'alors, selon lequel c'était la disposition la plus favorable qui était applicable aux salariés. Et puis, on peut même aller au-delà, puisque les accords de performance collective, comme vous devez très certainement le savoir, peuvent aussi avoir un impact sur la rémunération des salariés et aussi sur la mobilité professionnelle, mais ça, c'est une reprise d'un ancien dispositif qui existait auparavant. Alors, sur cette question de rémunération, c'est redoutablement efficace, puisque vous avez, par exemple, ces accords APC peuvent être utilisés. Bien évidemment, il faut un accord de la majorité des organisations syndicales, mais peuvent être, par exemple, utilisés pour modifier la rémunération, dans l'idée, dans l'optique, et on a déjà vu des accords comme cela, modifier la rémunération, par exemple, des cadres, de telle ou telle catégorie de cadres, notamment, en particulier, puisqu'on a déjà vu ça
des cadres commerciaux. Alors, ça pose vraiment un vrai problème puisque par ces accords, de manière générale, il est prévu que les stipulations de l'APC se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. C'est-à-dire qu'on a un accord collectif qui est signé avec un syndicat, un ou plusieurs syndicats majoritaires. En pratique, ça peut être une seule personne. Dans certaines entreprises, vous avez des syndicats qui sont majoritaires à eux seuls. Et donc, une seule personne peut décider d'aller impacter le cœur de la rémunération, le cœur du contrat de travail, qui est la rémunération et ou le nombre de jours travaillés. Et ça, c'est vraiment une première, puisque la relation, la liberté contractuelle est ce qu'on appelle un principe fondamental. Et on a des risques qui sont extrêmement forts de déviance de ce mécanisme. Alors, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 mars 2018, a validé ce mécanisme en considérant que la liberté d'entreprendre justifiait l'atteinte à la liberté contractuelle, à l'accord, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir la décision. C'est une décision qui tient sur 3 lignes. Et en fait, on ne comprend pas vraiment la motivation. C'est le problème des décisions du Conseil constitutionnel, où assez souvent quand même, malgré tout le respect que l'on doit à cette institution, on a quand même certaines libertés, je trouve, qui sont faites avec le droit, puisque en fait, on parle quand même d'une liberté fondamentale qui est très importante. C'est-à-dire que quand vous êtes employeur, que vous allez signer avec un cadre, par exemple, un accord de rémunération le lundi, et que le mardi, donc le cadre, par exemple, va aller démissionner pour venir travailler chez vous, et que le mardi, vous signez avec les syndicats un accord qui vient réduire la rémunération du salarié, bon, je trouve quand même que ça pose un peu, ça devrait questionner. Et on aurait dû avoir peut-être une vigilance un peu plus importante du Conseil constitutionnel sur le sujet. Alors, ces risques qui sont extrêmement forts de l'APC ont été pointés notamment par le comité d'évaluation des ordonnances dans le courant de cet été, dans un avis qui a été rendu le 28 juillet. Alors, c'est intéressant parce que le comité, ce ne sont pas des rouges, hein, ce sont fait partie de membres du MEDEF, de membres de la CFDT, donc qui sont quand même des gens, enfin des personnes qui sont tempérées et qui pointent le risque extrêmement fort de l'APC, et notamment plusieurs points, la question de la loyauté des négociations et la question des motivations des signataires. Et cette question des motivations des signataires, derrière, se pose la question du risque de soudoyer un représentant du personnel. Hein, on ne va pas se faire d'illusions. Vous dites à un représentant du personnel, tu me signes cet accord et tu auras une promotion, ou alors tu me signes cet accord et après on va faire un accord de rupture avec toi et on va te donner une contrepartie, on va te donner une indemnité extrêmement importante. Donc c'est un véritable risque à ce sujet. Et donc, je dirais le dernier point, compte tenu de ces risques, il semblerait quand même que du coup, parce que dans l'APC, à la différence des accords de rupture conventionnelle collective, enfin que vous verrez plus tard, ou d'un PSE, vous n'avez pas de contrôle de l'administration. Donc le risque est extrêmement fort et on a véritablement un vrai problème avec ces APC. Et donc, de manière, je dirais, quasi naturelle, il semblerait que les juges réagissent et effectuent une volonté d'effectuer un contrôle approfondi sur ces accords qui résulte notamment d'une décision qui a été rendue récemment. Alors, je vais vous dire la date de cette décision. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020 qui porte sur le principe, sur l'ancien dispositif du congé de mobilité, mais tout le monde a commenté cet arrêt en disant qu'il allait s'appliquer aux accords APC. Et donc, ce que vient dire la Cour de cassation, c'est que,
en cas de licenciement, parce que dans le cas d'accord APC, si le salarié refuse la modification de son contrat de travail qui résulte de l'APC, c'est un motif de licenciement. Et dans ce cas-là, la Cour de cassation vient dire que le salarié peut venir discuter devant le juge du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, c'est-à-dire de l'accord collectif, et que dans ce cadre-là, le juge doit apprécier si l'accord a été signé, même s'il est signé, même s'il est valable, était justifié par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Alors, il y a tout un débat sur cette question de nécessité de fonctionnement de l'entreprise sur lequel je ne vais pas venir ici, mais on voit quand même qu'on a une volonté quand même de contrôle du juge sur ce dispositif. Donc, ça peut être la tentation, par exemple, d'un employeur de passer par le biais de ce dispositif pour réduire fortement la rémunération de telle ou telle catégorie de salariés en se disant ces salariés vont refuser et je vais pouvoir ainsi faire un plan social à bon compte. On voit quand même que là-dessus, il y a quand même un contrôle assez fort et que c'est peut-être pas forcément une... Samuel, je me permets d'intervenir, comme je le ferai de temps à autre. Quelles sont les sanctions encourues, les pénalités et sanctions encourues par l'employeur? Alors, les sanctions encourues, c'est simplement... Alors, il y a deux risques. Il y a d'abord le risque qui a été pointé, qui est celui de la fraude au PSE. C'est-à-dire que je mets en place un accord de performance collective pour faire une véritable fraude au PSE. C'est-à-dire que je trouve un accord, par exemple, pour réduire de manière très importante la rémunération des salariés, comme j'ai pu voir certains accords qui allaient jusqu'à 20%. Donc, c'est énorme sur une réduction de rémunération, surtout si, en plus, ça s'accompagne d'une augmentation du nombre de jours travaillés. Donc, à partir du moment où je signe un accord et qu'en fait, il s'avère que ce qui était prévisible dès le début, un grand nombre de salariés refusent et sont licenciés, on pourrait considérer, en tout cas, il y a eu dans le question-réponse de l'administration, ce cas est évoqué, qu'il y a une fraude au PSE. Et dans le cadre de la fraude au PSE, c'est la nullité du licenciement, éventuellement la réintégration. Donc ça, c'est le premier cas. La deuxième sanction, ça peut être celle du caractère de l'absence de cause réelle et sérieuse. Et puis, le troisième point d'un point de vue pragmatique, en fait, c'est que vous êtes employeur, vous signez cet accord, vous avez un syndicat minoritaire, voire un salarié qui vous embarque devant le juge, et avec les délais, vous vous retrouvez dans une certaine incertitude. Donc, c'est pour une entreprise, je ne pense pas que ça soit vraiment un très bon moyen pour réduire les effectifs. Parce qu'on a ce risque judiciaire que le législateur a, vous vous rappelez, tous les plans sociaux, ce qu'on brocardait, c'était le risque judiciaire d'annulation d'un plan social. Donc, si vous faites un accord pareil, un accord de performance collective que vous retrouvez sur un contentieux qui peut durer quand même plusieurs mois, et que vous commencez à signer, vous êtes bloqué, parce que si vous commencez à signer des accords avec les salariés, que les salariés partent, et puis que votre accord de performance collective est annulé, dans ce cas-là, les départs individuels, ils peuvent être annulés. Donc, c'est pas forcément. Donc, on a quand même ce risque judiciaire qui fait que finalement, avec cette décision de décembre 2020, il faut faire très attention. Et j'ai vu un exemple récent, par exemple, je crois que maintenant les employeurs commencent à en prendre connaissance, puisque j'ai vu un exemple récent où un accord de performance collective a été présenté, qui était assez agressif quand même, et subitement l'employeur a décidé d'arrêter de négocier l'APC. Peut-être que ce sont ces avocats qui ont attiré son attention sur le fait que c'était un dispositif assez dangereux aujourd'hui. Très bien, merci Samuel. Une autre petite question, quel est le rôle des partenaires sociaux? Est-ce que tu pourrais définir un petit peu quelle est leur interaction dans ce cadre d'APC? Alors, le rôle des partenaires sociaux, alors en principe, lorsqu'on négocie un APC, on a le droit à une expertise voilà. Donc, le rôle des partenaires sociaux, il reste que dans certaines situations, ça peut être envisagé de manière intelligente. C'est-à-dire que j'ai un de mes confrères qui m'avait cité, par exemple, l'exemple sur Toulouse, où il me disait, oui, mais par exemple, sur Toulouse, on a un gros problème, on a un niveau de rémunération trop élevé, et face à la crise dans l'aérien, il faut absolument qu'on le baisse. Donc, on essaie de mettre en place un accord, un APC intelligent pour, je crois que c'était pour baisser le nombre de jours de travail et donc la rémunération qui allait avec, mais pendant un temps illimité.
Donc, il disait c'est compliqué. Donc, peut-être que les partenaires sociaux peuvent effectivement jouer un rôle si l'accord APC est mis en œuvre de manière intelligente, c'est-à-dire que si les efforts visent toutes les catégories de salariés, si les dirigeants eux-mêmes font des efforts, c'est-à-dire que si vous avez un accord APC qui est mis en place dans une entreprise et que vous avez les dirigeants qui en fait sont rattachés à une société mère et ne sont pas amenés à faire d'efforts, bon, foncièrement ça pose problème. Il reste qu'on peut négocier ça, mais il faut vraiment que la chose soit faite de manière intelligente. Ça suppose qu'il y ait une véritable loyauté dans l'information qui est donnée. Dans ce cas-là, oui, ça peut marcher, mais j'ai l'impression que ça reste quand même un mécanisme qui est assez résiduel. Lorsqu'on regarde sur Légifrance, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas tant de dispositifs que ça qui sont signés. Je crois qu'il y en a 300 ou 400 qui ont été publiés, même s'il n'y a pas une obligation, je crois, de publication. Voilà. Mais alors, l'autre problème qu'on peut avoir aussi avec les APC, mais ça, c'est un autre débat, c'est quand vous avez des syndicats qui sont vraiment à la solde du patronat. Il y a certaines entreprises, par exemple, j'ai quelques exemples en tête dans le transport aérien, plutôt dans la sûreté et sécurité aérienne. Vous avez des syndicats maison pour des entreprises un peu particulières. Et dans ce cas-là, vous avez les APC, qui sont conclus en interne pour complètement revenir sur toutes les dispositions de la convention collective. C'est-à-dire qu'avec un APC, vous pouvez supprimer la prime d'ancienneté, enfin, vous pouvez quasiment tout supprimer. Et de fait, les répercussions sont catastrophiques, par exemple, dans ce domaine particulier, puisque les employeurs, les gros intervenants dans le secteur de la sûreté aérienne, les Brinks, les Securitas, etc., se sont rendus compte du danger, et la Fédération des employeurs a dénoncé la convention collective, a dénoncé toutes ces dispositions, la prime d'ancienneté, etc., parce qu'elle se dit, si moi je dénonce pas ça, si moi je respecte, si je joue le jeu, que je respecte les primes d'ancienneté, alors que c'est quand même un marché à faible valeur ajoutée, et puis que mes petits camarades qui jouent pas le jeu, eux, ils ont des syndicats maison, ils remettent en cause tout ça, on aboutit à une distorsion de la concurrence qui est énorme. Donc on a quand même une mécanisme, une sorte de machine infernale qui, à mon avis, n'est pas forcément justifiée, parce que sur le secteur aérien, on voit pas trop, enfin, c'est franco-français, donc c'est la concurrence franco-française. Donc potentiellement, ces APC sont une source de fragilité énorme, et c'était peut-être pas forcément nécessaire. Enfin, il y a un moment, il faudra peut-être... Bon, alors c'est sûr que c'est pas le sujet principal. Hein. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Le sujet principal, c'est effectivement toutes les difficultés que les entreprises vont avoir dans les prochains mois, quand elles seront plus branchées sur les aides. Hein. Alors, on va passer la parole à Maître Florence Bonnat. Bonjour. Alors moi, je suis chargée de vous parler de la rupture conventionnelle collective, du plan de départ volontaire et du congé de mobilité. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans des détails juridiques parce que je vais faire ça de façon assez, comment dirais-je, assez générale. Alors, il existait déjà depuis longtemps le plan de départ volontaire, il existait le congé de mobilité et il s'est raccroché, il a été créé récemment ce que l'on appelle les ruptures conventionnelles collectives, dont un exemple a été assez médiatisé, qui est l'exemple de PSA, qui a réussi à faire un accord et à faire des mesures de départ sur ce mode-là. Le plus simple, si je puis dire, le plus facile, puisqu'il n'y a pas d'encadrement légal, il faut un encadrement conventionnel, c'est le plan de départ volontaire. Le plan de départ volontaire, comme vous le savez, il est initialisé par l'employeur, soit au moyen d'un accord, soit au moyen d'une décision unilatérale. Et comment dirais-je, le plan de départ volontaire, l'avantage, c'est que l'employeur, comme il n'y a pas d'encadrement légal, il est, je dirais, assez malléable et on peut cibler les catégories de salariés que l'on veut faire partir. Et puis ensuite, on peut, comment dirais-je, même cibler un tant soit peu
tout en faisant très attention aux réponses qu'on fait aux salariés. On peut même cibler les salariés que l'on laisse partir en plan de départ volontaire ou les salariés à qui on refuse. Alors, il faut faire attention quand on crée quand on met en place ce type de mesures. Je pense que pour des praticiens, ce qui est important, c'est d'être extrêmement précis sur. Alors, je vous passe comment dirais-je, les questions juridiques parce que ça, vous les trouverez sur Internet et dans les bonnes librairies, notamment des librairies spécialisées. Mais ce qui est important, c'est pour un praticien, c'est de bien savoir là où sont les pièges. Le piège, et il y a eu des arrêts de la Cour de cassation assez nombreux, c'est sur les refus d'acceptation de plan de départ volontaire. Parce que dans ce cas-là, il faut que ça soit motivé, et il faut que ça soit motivé justement parce que si vous refusez à un salarié de partir en plan de départ volontaire, alors qu'au fond, votre motivation n'est pas assez sérieuse, c'est-à-dire fondée sur une réalité, eh bien, vous risquez des dommages et intérêts pour refus, au titre du préjudice causé par le refus lui-même, et d'autre part, un licenciement. Si le salarié a rompu, par exemple en démission, il peut attaquer et vous demander les dommages et intérêts pour le licenciement abusif, préavis et indemnité de licenciement. Donc, le point important, c'est de bien cibler, d'abord de faire du volontariat. Les pratiques dont parlait tout à l'heure mon confrère ne sont pas plus acceptables en termes de plan de départ volontaire que dans les autres types de mesures de restructuration et notamment des effectifs. La chose à voir également, enfin le cas où il faut faire attention également, c'est la précision dans lesquelles on met dans le plan de départ volontaire. Alors, il faut savoir que évidemment, c'est sur la base du volontariat. Ça permet éventuellement comment dirais-je, alors ça peut être mis dans des PSE, mais ça c'est pas le problème. Moi, je suis dans ce qui n'est pas à chaud. Donc, ça permet éventuellement de prévoir l'évolution de la société, les évolutions des besoins de la société en termes d'effectifs, et couplé avec des mesures de formation, ça peut permettre des évolutions d'effectifs et des restructurations d'effectifs, si je puis dire, entre guillemets, douces, c'est-à-dire avec des gens qui, dans une espèce d'accord avec le salarié de la façon dont on va évaluer sa carrière. Alors, c'était peut-être pas très, comment dirais-je, utilisé et intéressant il y a quelques années. De l'expérience que je vois, ça peut être intéressant par rapport à une population de jeunes qui ont des envies de mobilité, des envies d'évolution, et en même temps, ça peut permettre d'une certaine mesure de les fidéliser en leur ouvrant des perspectives sur les évolutions à venir, c'est-à-dire que ils ne vous lâchent pas du jour au lendemain, comme je vois pas mal de, j'entends du bruit, mais c'est normal, pas mal de problèmes d'entreprise qui voient partir des salariés qu'elles préfèrent garder au moins pour des durées de mission précises. Voilà, donc ça c'est J'aurais une question, ça dépend évidemment des effectifs concernés, mais combien de temps faut-il pour monter un plan de départ volontaire, et y a-t-il des délais à respecter? Voilà. Est-ce que c'est une opération studieuse? Je dirais que dans le plan de départ volontaire, il n'y a pas de délai proprement dit, puisque le code n'encadre plus, il n'y a pas d'encadrement légal. Donc, ça peut être le temps d'une négociation. S'il y a, comment dirais-je, bon, évidemment, il y a le temps d'information, de consultation habituel, mais
Je dirais que c'est, à mon sens, c'est la mesure la plus souple et la plus libre dans le à froid ou dans le encore tiède. D'accord. Donc, et l'intérêt principal de la chose, parce qu'on est très en amont, en principe, on fait ça très en amont. On ne fait pas ça quand on est, je dirais, au bord du précipice du PSE, parce que sinon, ça n'a pas. Alors, c'est Florent, je me permets de vous interrompre à nouveau. J'ai une question d'un de nos intervenants qui me demande quelle différence y a-t-il entre à chaud et en crise? Est-ce que c'est possible de clarifier? Non, alors moi, je ne suis même pas dans le HO, déjà. C'est- Je ne suis même pas dans le HO. Moi, j'ai l'exemple par exemple, d'un laboratoire, d'un gros laboratoire dont la section vétérinaire a été vendue à un autre gros groupe pharmautique. Alors évidemment, c'était deux gros groupes et ils unissaient, enfin, ils fondaient leurs unités et leurs secteurs vétérinaires. Donc c'est sûr qu'il y avait du doublon dans les postes, et puis il y avait une réorganisation sur la stratégie commerciale, corp marketing, etc. Et en fait, ils n'étaient pas dans l'urgence, puisqu'ils n'étaient même pas dans de l'économique au sens, il n'y a pas de problème financier, économique, etc. Et ils ont mis en place un plan de départ volontaire sur un an ou 2 ans, un an et demi, ou un an, parce qu'il a duré pour le plan de départ volontaire, qui a été négocié avec les organisations syndicales et qui a permis comment dirais-je, de revenir à une épure d'effectifs qui avait été prévue, alors je ne dis pas que c'était blanc-bleu de tous les côtés et qu'il n'y a pas eu quelques incitations au départ, mais moi ce que j'ai vu aussi, c'est des refus, c'est-à-dire qu'il y avait des salariés qui seraient bien partis et le plan était suffisamment bien fait, suffisamment précis sur les catégories, sur la nature des postes, etc., pour que il y ait eu des salariés qui n'étaient pas contents du reste, à qui on disait bah non, vous n'êtes pas dans le plan, vous ne pouvez pas partir. Donc, à chaud, se dirait que c'est, à mon avis, c'est pas le genre de mesure. Enfin, bien sûr, on peut le faire à chaud, mais si vous le faites à chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous n'avez même plus le choix du salarié que vous laissez partir ou non, parce qu'au fond, vous êtes dans la coupe à tout va, quoi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une mesure, enfin une mesure de restructuration vraiment très tiède. C'est-à-dire que on sait qu'on a un problème d'effectif, on sait qu'on va avoir un problème d'évolution d'activité, de technicité, de technologie, de n'importe quoi, et on veut accompagner on a besoin de supprimer des postes ou de les remplacer du reste, et on va aller vers quelque chose qui est une anticipation vraiment importante avec, à mon avis, le plan de départ, il est aussi intéressant avec des mesures d'accompagnement qui permet effectivement que les choses se passent le plus, c'est toujours un traumatisme, mais que cette restructuration. Et alors, il y a aussi le congé de mobilité. Donc, alors, il y a le congé de mobilité, mais ça, j'y viendrai. peut-être peut-on cette question. J'y viendrai tout à l'heure. Je voudrais d'abord, alors ça marchait pas mal, et ça a été, comment dirais-je, modifié enfin, ça a été, comment dirais-je, je sais pas enfin, je comprends bien, mais ça a été modifié par la mise en place de ce qu'on a. Alors, ça n'a pas été modifié parce que ça existe toujours, mais ça a été doublé, si je puis dire, de ce que l'on appelle les ruptures conventionnelles collectives. Alors, la rupture conventionnelle collective, elle est beaucoup plus encadrée. Il faut un accord d'entreprise, il faut un accord qui soit, comment dirais-je, qui soit agréé par, enfin, je vulgarise, mais qui est soumis, je dirais, au contrôle de ce qu'on appelle la directe jusqu'à il y a peu de temps et qui maintenant s'appelle la DRES. Ça devient de plus en plus difficile, ces acronymes. DREETS.
alors je ne sais pas comment on va appeler ça, Dredst, qui était la directe autrefois. Enfin, autrefois, avant-hier. Donc, la rupture conventionnelle collective, elle a pour finalité d'encadrer des départs volontaires, mais elle repose sur la combinaison d'un accord collectif, donc avec des organisations syndicales, et d'un accord individuel. Et son régime est… Alors, l'avantage, c'est que le régime est déconnecté de tout le droit du licenciement économique. L'avantage, c'est que comme en matière de plan de départ volontaire, c'est une rupture d'un commun accord avec des dates précises et des conditions précises de départ. Alors, elle n'a pas à être justifiée par un motif économique au sens propre du terme. Le problème, c'est que l'accord peut prévoir même des départs volontaires qui sont supérieurs au nombre des suppressions d'emplois, parce que ça permet effectivement également de remplacer, par exemple dans l'accord PSA, ils ont fait partir pas mal de seniors, et en fait ils ont remplacé par des embauches en CDI ou en contrat d'alternance qui étaient nettement moins chers, et ils ont fait baisser leur masse salariale. Alors, en principe, on ne doit pas faire de licenciement économique, l'engagement de maintien de l'emploi doit figurer expressément dans l'accord, ce que la directe va vérifier, mais pour autant, comme c'est complètement parallèle, ça ne va pas empêcher qu'à un moment donné, si les choses, je dirais, ne s'orientent pas comme prévu, on passe à des mesures plus dures comme un PSE et un licenciement économique. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça a quand même… c'est vrai qu'il y a des conditions de mise en place, de surveillance par la directe. Ça a très peu de succès pour l'instant. Est-ce qu'il faut être dans des groupes très, comment dirais-je, très articulés, avec comment dirais-je, parce que c'est peut-être plus lourd que le plan le PDV à mettre en place. Ça marche assez, alors que j'ai vu pas mal de PDV, enfin, en tous les cas un certain nombre. La rupture conventionnelle collective, pour l'instant, elle ne rencontre pas un grand succès. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être que c'est parce que c'est assez difficile à mettre en place. Florence, une organisation syndicale. Alors, le congé de mobilité, je vais en terminer par là parce que sinon je vais prendre tout le temps et c'est pas bien. Le congé de mobilité, il est ouvert dans des entreprises qui comportent, je dirais, un certain nombre de salariés. Et alors, il peut être proposé par un accord collectif ou par un accord de rupture conventionnelle collective. Et là aussi, il a l'avantage de permettre aux salariés et à l'entreprise d'organiser le départ avec une formation qui permet d'éviter les mesures de reclassement et donc, là encore, c'est une mesure, comme le PDV et comme la rupture conventionnelle collective, si on arrive à un accord et à un agrément, eh bien, ça permet de faire comment dirais-je, d'emmener les salariés avec soi plutôt que de faire des restructurations au fond contre les salariés. Voilà. C'est un peu, c'est pour ça qu'on a dit à chaud, mais pas quand ça brûle. Moi, je dirais même pas à chaud. Justement, on va passer à chaud. Maintenant, on va dire que ça c'était tiède et on va passer à chaud. Et je vais passer la parole, si tu le veux bien, à Leïla qui elle va faire un retour d'expérience sur les PSE. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, de mon côté,
je vais exposer des cas concrets vécus sur le terrain en m'appuyant sur les différences qui existent entre avant les ordonnances Macron et après, puisque ça, il me semble vraiment changer la donne. Notamment, pour moi, il y a cinq aspects particuliers qui font qu'il y a un avant et un après, et avec des avantages à la fois pour le salarié et à la fois pour l'employeur. Si je prends le premier de ces changements, et qui est à mon sens le plus important, il concerne les délais qui encadrent l'information-consultation. Pour les entreprises qui sont celles pour lesquelles je travaille, 3 mois, si on est en deçà des 250 salariés, 4 mois après. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que ça recadre le débat sur les vrais sujets, c'est-à-dire ceux qui profitent réellement aux salariés. Je me souviens qu'il y a quelques années, l'énergie était vraiment diluée et on arrivait au terme d'une consultation fatigué, épuisé, je dirais même éreinté. Il y avait on a des exemples où ça a duré 8 mois et tous les prétextes étaient bons pour décaler et reculer encore et encore et encore. Voilà, ça il faut savoir le voir. Maintenant, quand on se dit j'ai 4 mois et c'est 4 mois et pas un jour de plus, on peut vraiment se concentrer sur les mesures d'accompagnement qui vont profiter aux salariés. Et voilà, je pense que c'est vraiment le point important. J'ai un cas en tête qui date de l'année dernière, et je trouve ça vraiment dommage, d'une entreprise qui a accepté des reports de consultation. Et pour faire très concret, 2 mois de plus dans cette entreprise de 300 salariés, c'est 4,5 millions en termes de masse salariale, de prolongation de négociations. Ça chiffre vite. Le deuxième point, c'est le périmètre du motif économique. Avant, on regardait le monde entier et aujourd'hui, on regarde la France. Ça a changé quelque chose parce qu'on pouvait être en mauvaise posture en France. De là à savoir expliquer que dans le groupe entier, ça justifiait ce qu'on faisait en France, c'est autre chose. Et donc, le fait de réduire le périmètre du motif économique a également bien aidé les négociations. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce point-là. Le troisième point, c'est s'agissant de l'obligation de reclassement, le périmètre géographique du reclassement interne. Pareil, avant on regardait le monde entier, aujourd'hui on restreint au périmètre France. Et j'ai le souvenir d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé il y a 5 ans, présente dans 80 pays dans le monde. Et au moment où je dois, en phase de reclassement interne, faire des propositions, j'essaie d'organiser intelligemment en demandant aux salariés dans quel pays ils sont potentiellement intéressés d'aller travailler. Ils ont bien compris qu'ils gagneraient du temps s'ils me donnent 10 ou 20 pays. Et donc, je passe 2 mois à faire des propositions. Ils attendent le dernier jour pour ne pas répondre, ce qui veut dire non, on n'est pas intéressé par votre proposition, madame. Et il n'empêche que 3 mois après, on est encore à attendre des réponses et à faire des propositions dans des pays dont on sait de toute façon, dès le démarrage, que ce ne sont pas des pays qui vont intéresser les salariés. Donc le fait de pouvoir réduire l'obligation de reclassement à périmètre France est pour moi quelque chose qui a vraiment aidé également. Le point suivant concerne les critères d'ordre et la limitation géographique à la zone INSEE. Je vais prendre un exemple, alors ça c'est un petit peu ancien pour illustrer, et dans certains cas, alors là je suis dans la pharma et c'est en 2007, je dois supprimer 257 postes sur une force de vente de visiteurs commerciaux de 600 salariés. Les visiteurs médicaux sont répartis tous les 20 km sur la carte en France. Et là, j'applique des critères de manière nationale et je me retrouve à supprimer, à envoyer des notifications de licenciement à des gens qui sont sur des secteurs où le poste n'est pas supprimé. Et donc, 3 mois après, je suis encore à essayer de repourvoir des secteurs
parce que à ce moment-là, mon obligation, elle est nationale et elle n'est pas limitée en zone INSEE. Donc, cet aspect pour les critères d'ordre, alors ça concerne certainement un nombre restreint d'entreprises. Il n'empêche que ça a été une aide dans ce contexte-là. Et le dernier point qu'on a tous en tête et qui a fait également couler beaucoup d'encre, c'est celui du barème du contentieux prud'homal. Concrètement, il me semble, et je suis intéressée par le retour de toutes les personnes qui sont connectées là maintenant, il me semble qu'on a constaté une diminution des contentieux parce que les salariés font leur compte et que entre le temps que ça prend, l'argent qu'ils engagent, finalement, il n'est pas sûr que ce soit très intéressant pour eux. Côté entreprise, on a plus de visibilité sur le risque. Bon, ce qu'on a pu constater également, et je pense qu'à la fois Maître Gaillard et Maître Bonnat l'ont constaté également, c'est que ça n'exclut pas un glissement sur d'autres sujets, notamment sur l'exécution du contrat de travail, le temps de travail et les heures supplémentaires. Mais directement lié à notre contexte de réduction d'effectifs, on a constaté une diminution des contentieux. Donc, pour moi, l'avant-après, c'est ça. Ce sont ces mesures principales qui font que, à la fois, on a pu recadrer, et donc le plus important, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le délai qui encadre l'information-consultation. On se recentre sur les mesures d'accompagnement pour les salariés qui quitteront l'entreprise et on met fin à des dérives qui, parfois, diluait finalement l'énergie dans des sujets qui n'étaient pas les vrais sujets. Voilà, ce sont les 5 points les plus importants pour moi et donc je suis toute prête à entendre les retours d'expérience des personnes qui sont en face de nous. N'hésitez pas à poser des questions. Entre-temps, moi, j'ai peut-être une question à vous poser, Leïla. C'est, y a-t-il des secteurs particulièrement concernés en ce moment? On a parlé de l'aéronautique, bien évidemment. Au-delà de ce qu'on peut tout un chacun entendre de la situation actuelle, est-ce que les autres intervenants peuvent également donner leur avis? Est-ce qu'il y a des secteurs particulièrement touchés? Est-ce qu'il y a une accélération en ce moment? Un attentisme? Que se passe-t-il dans l'actualité? Pour les secteurs qui commencent à agir, je pense que l'automobile, dans ce que je peux constater là, ces dernières semaines, voilà, se lance dans certains processus et des plans sociaux vont arriver. Il me semble aussi que si on enlève ces 2 secteurs que sont l'aéronautique et l'automobile, on est quand même encore attentiste et il semblerait qu'on n'est quand même pas on ne voit pas arriver toutes les restructurations qu'on avait pu anticiper il y a quelques semaines et quelques mois. Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Samuel et Florence. Oui, Samuel. Moi, sur l'actualité. C'est extrêmement difficile. Ce que je remarque quand même, on a quand même une économie qui est pour l'instant sous perfusion. C'est-à-dire que les secteurs les plus touchés, par exemple le tourisme, actuellement sont complètement sous perfusion par les aides. Donc du coup, j'échange hier avec une de mes consoeurs qui est en relation avec un mandataire liquidateur. Et le mandataire liquidateur lui expliquait qu'il n'avait plus de travail, qu'il n'y avait plus aucune entreprise qui est liquidée aujourd'hui et qu'il était obligé de liquider, de séparer de sa secrétaire, comme je disais, qui va liquider les liquidateurs, quoi. Donc, mais c'est vrai, Samuel, et ça rebondit, ça me permet de rebondir sur une question d'un intervenant qui me dit: la restauration viendra rejoindre les rangs de l'automobile lorsque les aides stopperont et que les entreprises se mettront en liquidation. Donc, on a l'impression qu'en ce moment, on est un peu dans une phase de stop and go et que malheureusement, en sortie de crise, peut-être qu'il va y avoir une accélération de tous ces processus. Alors, ceci étant, moi, ce que je constate, en tout cas à mon niveau, et peut-être que c'est anticipé sur la suite, c'est qu'on a quand même beaucoup de licenciements économie liquidée qui sont mis en œuvre pour des motifs personnels. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine forme
quand même dans les entreprises, j'ai quand même, en tout cas en ce qui me concerne, je vois qu'il y a beaucoup de licenciements individuels, de cadres, notamment. Pas seulement, mais en tout cas, en mode, ce que je vois, c'est beaucoup de cadres qui m'appellent en me disant mon poste, subitement, on vient me chercher des poux dans la tête, alors que tout se passait bien. On vient me dire que je suis, on vient me chercher à me licencier professionnel. Et je vois dans pas mal d'entreprises où on sépare de salariés pour des motifs personnels. C'est ce que je vois, en tout cas. C'est ce que me dit une participante qui nous dit, je constate autour de moi une augmentation des licenciements individuels pour faute grave, alors que dans le passé, ça aurait été une cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est quelque chose que vous constatez les uns et les autres. Oui, et puis je constate qu'il y a ça et le fait que, en fait, c'est du programmé, puisque j'ai l'exemple, puisque je fais à la fois du salarié et de l'employeur, j'ai l'exemple, alors moi je suis rentré dans une entreprise informatique, donc a priori ils n'ont pas de problème majeur sur le plan économique, mais ils ont des stratégies d'évolution d'effectifs, et donc je suis rentré par la voie d'un salarié qui s'est fait licencier pour faute grave, et puis il y en a eu un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà. Et puis, écoutez, maintenant, quand j'envoie ma petite lettre d'avocat, on me dit, on ouvre la négociation, et en fait, ils sont en train pas forcément d'épurer au sens. Alors, il y a des effets secondaires à la crise, parce qu'il y a un effet d'écrasement des prix, des boîtes, la concurrence s'accentue. Donc, on a un peu tendance à écrémer les salariés dont les salaires sont un peu trop élevés. Mais ça, c'est une tendance qu'on voit. Est-ce que ça veut dire que les employeurs acceptent de passer au prud'homme et de payer? Donc, ils ne passent même pas au prud'homme. On ne passe même plus par le prud'homme. Alors, on peut passer par le prud'homme parce que ça a un avantage pour le salarié. C'est que si on fait au moment de la conciliation, si on fait un accord transactionnel devant le bureau de conciliation, il y a des avantages comment dirais-je, au niveau d'un forfait qui est net d'impôts, etc. Mais là, moi, dans le cas dont je vous parle, on passe même plus par le prud'homme. C'est tout juste si on n'a pas une ligne directe. Je pense que bientôt, je ferai plus de lettres, je vais passer par mail, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais c'est vrai, ce que dit mon confrère est tout à fait vrai. Actuellement, c'est ce qui se profile. Moi, je pense pas. Alors, je pense que j'ai confiance dans nos gouvernants, si je puis dire. Et je pense que la sortie des aides va être en sifflet. Donc, c'est pas on va atterrir en douceur. Les milliards étant plus une question, un problème aujourd'hui, on peut atterrir en douceur sur la sortie de la crise sanitaire et les aides seront peu à peu allégées, si je puis dire. C'est pas tellement ça. Je pense que la crise, elle va avoir une autre conséquence, c'est qu'elle a accentué des modes de fonctionnement différents dans les entreprises, tant en ce qui concerne, il n'y a pas que le télétravail, il y a la façon de s'organiser, la façon les mises en place de technologies nouvelles, et ça, à terme, ça va avoir un impact sur les effectifs, et là, on aura probablement effectivement, sinon des plans sociaux de grande ampleur, du moins des mesures de restructuration, et là, si c'est ce qui se passe, les mesures dont je parlais tout à l'heure, qui sont des mesures à froid et qui ont le grand avantage d'emporter l'accord du salarié à un moment donné, moyennant finance évidemment, et sans doute formation, vont avoir leur intérêt. Je me permets de vous interrompre tous et toutes. J'ai une question qui vient de m'arriver de Patrick qui dit « J'ai un retour des tribunaux de commerce d'une baisse de 40% du nombre de dossiers à traiter par rapport à l'année dernière. Pensez-vous qu'il y a un manque d'exploitation des méthodes évoquées ici et que nous dirigeons vers une explosion des PSE au deuxième semestre ?» Donc, ça synthétise un peu tout ce que vous avez dit, mais là, j'ai un chiffre de 40% qui me paraît bien. Non, mais c'est clair, les faillites sont en baisse. Confirmer Ah oui, mais ça c'est clair. Mais du reste, si vous regardez les catégories professionnelles, parce qu'on a parlé de certains secteurs et tous les secteurs, par exemple, dans les services, une participante me fait remarquer que les services informatiques ont été de conseil, donc ont été lourdement touchés. Est-ce qu'on observe également dans des secteurs jusqu'alors
préserver en fait de ces situations, des licenciements, enfin ou des projets en cours? Et est-ce que c'est une question peut-être pour Samuel également, est-ce que toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées en ce moment? Moi, je trouve que ça tape dur chez les cadres. Hein. Alors, moi, L'encadrement moyen, il prend. Hein. Alors, en ma qualité d'avocat, je n'ai qu'une toute petite lorgnette, car je ne vois que les dossiers qui passent devant moi. Donc, je ne peux pas avoir une vision, prétendre avoir une vision globale, générale. Ce que je vois, effectivement, c'est beaucoup de cadres qui sont touchés. Et c'est vrai qu'en ce moment, effectivement, je trouve que j'ai quand même une très forte activité depuis ces derniers mois. Et clairement, dans la plupart des cas, ce sont des licenciements économiques déguisés. Alors, peut-être que j'embraye un peu sur la prochaine slide, qui est je suis un manager de transition. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire si je dois dégraisser une grande partie, une partie significative de mes effectifs? Est-ce que je vais me casser les pieds à mettre en place un PSE avec les syndicats, à négocier, ça va me prendre du temps? Ou est-ce que je mets en place ça de manière, avec des parts négociées, des licenciements, ce qu'on appelle des licenciements transactions, où on connaît la pratique, hein, tout le monde connaît la pratique, avec ou sans avocat. Pas des ruptures conventionnelles parce que c'est quand même assez dangereux, ça attire l'attention de la directe. Et puis en plus, des ruptures conventionnelles sont en principe prises en compte pour déterminer le seuil de mise en place d'un PSE. Donc, c'est plutôt des licenciements négociés. Donc, c'est une pratique, c'est la question, hein, c'est à la limite, hein, c'est the question, comme diraient nos amis les Anglish. En principe, on est d'accord, c'est interdit, c'est une fraude. D'accord. La sanction, c'est la fraude, oui. Pour respecter nos contraintes horaires, est-ce que vous pourriez conclure chacun en 30 secondes sur votre appréciation justement de ce qui se passe en ce moment et de ce qui peut advenir demain? Bon, pour moi, je vais continuer là-dessus simplement parce que je pense que c'est important pour respecter les contraintes horaires. Je pense qu'il y a de grosses entreprises, d'énormes entreprises, notamment dans le secteur de l'assurance, qui ont fait comme ça. Ça coûte très cher. Mais il y a eu pas mal de cadres, une partie significative de cadres qui ont été licenciés, ça coûtait extrêmement cher. Et de manière globale, c'était mis en place parce qu'il y avait un accord, très clairement les choses, un accord implicite des syndicats qui, compte tenu considéraient que ça ne les regardait pas parce que c'était des cadres ou qui étaient peu intéressés. Et voilà, on peut effectivement mettre en place. Alors c'est très risqué parce que la sanction, c'est l'annulation et la réintégration. Mais voilà, c'est pratique. Hein. Voilà. Oui, alors c'est vrai que c'est très risqué, cela dit. Aller démontrer, sauf si on est sur des plans massifs, hein, mais enfin, bon, la solidarité intersalariée joue assez peu. D'aller démontrer que c'est un PSE divisé, c'est quand même pas évident. Hein. Alors, le risque, c'est que… Les prud'hommes sont assez réticents quand même. Hein. Le risque, ils rentrent très difficilement sur ce genre de terrain. Alors, le risque, c'est que si vous faites pas ça avec l'assentiment de la majorité, vous avez le risque que le CSE vienne vous coller un expert dans les pattes. Et alors là, votre truc, ça explose. Donc, il faut quand même que ça soit fait, ce type de mesure, que ça soit fait. Si vous avez des instances représentatives personnelles, il faut quand même qu'il y ait une majorité, quasiment un consensus là-dessus, parce que sinon, avec ces experts, hein, le risque. Moi, pour terminer, une décision ou une expertise judiciaire aussi. Voilà. Moi, pour terminer, je milite pour les solutions que je vous ai présentées brièvement. Je trouve que avant d'être avocat, j'ai été directeur adjoint d'une entreprise qui employait 1500 personnes. On a dû faire un plan de restructuration, c'était dans des années très très lointaines. On avait dû faire un plan de restructuration à froid parce qu'on naviguait dans des épures de déficit absolument colossaux. J'en ai gardé personnellement un très mauvais souvenir. Bon, il m'avait bloqué les ascenseurs pour accéder aux salles de réunion et j'ai dû monter 9 étages à pied. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est très déstructurant dans les entreprises, c'est très démotivant pour les salariés, même ceux qui restent. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui ont un peu pris ça qui sont obligées de le faire, ou certaines d'autres qui font ça
comme des techniques de renouvellement. Mais je trouve que je pense que dans des entreprises, par exemple, on est dans une période un peu incertaine, mais on peut aussi ne pas avoir besoin d'y aller carrément sur des PSE purs et durs, même s'il y a des mesures d'accompagnement sur lesquelles on pourrait du reste, il faudrait peut-être du reste un peu s'interroger. Je trouve que les trois pratiques que je vous ai présentées, les trois mesures que je vous ai présentées, alors bon, la rupture conventionnelle, c'est vrai qu'elle est très encadrée, elle pose un certain nombre de difficultés, mais je trouve ça peut permettre de restructurer des effectifs sans qu'il y ait cette espèce de clivage et d'antagonisme. Pour respecter, Florence, merci beaucoup. Excusez-moi, Leïla, peut-être une rapide intervention parce qu'il faut qu'on respecte notre engagement. On a un tout petit peu dérapé. Oui, je vais clôturer rapidement. Pour moi, le point important, c'est de choisir le bon outil. Et autour de moi, j'ai pu constater que quelquefois, ce n'est pas forcément le bon outil qui a été choisi. Ça a deux inconvénients. Le problème, il faut savoir l'expliquer, vraiment. On a en face de nous des gens qui ont besoin d'explications. Et il faut penser aux conséquences que ça a sur l'activité. Quand on perd du temps parce qu'on n'a pas le bon outil et qu'on rentre dans des discussions sans fin, la conséquence, c'est l'activité, c'est la démotivation. Donc, je crois qu'il y a vraiment besoin, même si on a des outils qui passent moins bien en termes d'image, hein, le PSE par exemple, ça vaut le coup quand même de se poser la question et faire les bons choix. Voilà, c'est mon dernier mot. Très bien. Et un grand merci à tous de votre participation et merci à nos invités pour leur position et ces échanges. Vous avez sur ce dernier slide les contacts si vous souhaitez vous mettre en contact avec eux. Je vous propose aussi, on a publié des petits sondages, merci d'y répondre pour donner votre appréciation sur ce webinaire. Et puis je vous propose de nous retrouver le 6 mai prochain sur un sujet autour des enjeux juridiques liés à l'accélération de la digitalisation des entreprises. On parlera notamment de la tenue des assemblées générales en visioconférence ou à distance, de la signature électronique des contrats, de la dématérialisation des différentes pièces justificatives, du RGPD. Voilà. Quels sont les différents nouveaux sujets juridiques liés à cette accélération de la digitalisation des sociétés? Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup à nos invités. Au revoir. Au revoir.